Suite de la série Movistar, c'est l'épisode 22 que je vous présente ici avec un programme classique du mois de mars, fin de mois de mars plutôt, avec Milan-San Remo, le Tour de Catalogne et la classique de l'E3, on peut appeler ça aussi le GP de l'E3. Et on fera un petit détour quand même par les 3 jours de Bruges-La Panne, juste après Milan-San Remo et avant le Tour de Catalogne, parce qu'on a le sprint à travailler. C'est parti, Milan-San Remo, que j'ai abordé. Alors là maintenant, ça fait pas mal de fois que on a bien compris, de toute façon tous les joueurs de PCM ont compris qu'il y avait une façon bien particulière de gagner Milan-San Remo, qui consistait à partir là où vous savez, dans le Poggio, de la cabine téléphonique à peu près, après un gros durcissement de course. Et je trouve que ça devient du coup plus vraiment très drôle de le faire. Du coup, le défi que je me suis fixé, c'est d'essayer de faire la meilleure perf possible, mais en essayant d'attendre le sprint. Voilà. En créant les conditions d'un sprint et en essayant de me positionner le mieux possible pour celui-là. Voilà. Donc ça, c'est le défi. Van Aert, Christophe, Sagan, puis ensuite les sprinters un petit peu plus spécifiques, ce sera Groenewegen, Arnaud Démare, Pascal Ackermann, Caleb Ewan, dont je me méfie énormément, sont les principaux favoris de ce Milan-San Remo. Et nous, la carte qu'on va jouer, c'est délibérément celle de Garcia Cortina. Alors, on a hérité d'un 0, ce qui est assez correct. Et puis finalement, Hirschi, au cas où on aurait été tenté de changer notre fusil d'épaule et de partir dans le Poggio et de gagner avec Marc Hirschi, là au moins, on n'est même plus tenté du tout, puisque -3, ça paraît complètement rédhibitoire. Difficile quand même de gagner à -3, surtout avec ce Hirschi-là, qui est un Hirschi de la database par défaut, c'est-à-dire qu'en fait, ces notes de départ dans la partie correspondaient à ce qu'était Marc Hirschi avant le dernier Tour de France, et donc pas la même chose évidemment que ce qu'on a connu ensuite, puisqu'il a fait partie mois d'août, mois de septembre, octobre, assez phénoménal en 2020. Donc on a évidemment enclenché le x8 assez rapidement. On passe ici, voilà, Passo del Turchino. Une petite pensée pour un pote qui a chuté ici lors d'un multi qu'on faisait récemment parce qu'une équipe avait accéléré. Enfin, en tout cas, c'était lié. Bref, on avait dit pas d'attaque avant 100 km de l'arrivée, les gars. On neutralise la course, donc voilà. Le petit coucou. Non, ici, il n'y a pas de problème. L'IA ne souhaite pas attaquer dans la descente du Passo del Turchino. Et par contre, on enlève la protection quand même, on sait jamais. On sait jamais, ce serait trop bête de chuter de manière débile. L'échappée, vous voyez, on s'est déplacé maintenant, on est un petit peu plus proche, on est avant les capis, grosso modo. L'échappée, de toute façon, on n'a aucune chance, disons-le. Elle a aucune chance. Et la seule chose, c'est de se demander à quel moment est-ce qu'on va la reprendre. Alors apparemment, on aperçoit Masnada, Affini, qui font le boulot. Donc il doit y avoir des cartes à jouer dans les équipes en question. Nous, je vous avoue que j'attends toujours de voir, mais c'est toujours relativement la folie pour monter la Cipressa. Et Stuyven, pas très 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 bien placé, Jasper Stuyven, même si on est loin, mais quand même, il serait bien de remonter un peu, en fait. Hommage au dernier vainqueur en titre de Milan-San Remo. Et Dieu sait si cette victoire m'a fait plaisir. Voilà, on arrive à la Cipressa qui va normalement se monter à 200 à l'heure et dans laquelle on n'aura pas grand-chose à vouloir espérer ou tenter ou quoi que ce soit. Donc, je vous avoue, je vais quand même tenter. Je vais quand même tenter quelque chose dans la Cipressa et m'interdire d'attaquer dans le Poggio. Voilà, donc en faire remonter Higuita, voilà, sur la droite de la route.
On va faire remonter Higuita et on va déjà observer un petit peu la façon dont certaines équipes roulent. Alors, quand vous voyez par exemple du Bora Hansgrohe qui roule, ça c'est pour Caleb Ewan. Les Jumbo-Visma, mais je ne pense pas qu'ils jouent vraiment le coup pour Groenewegen. Pour moi, ils jouent le coup pour Van Aert. En tout cas, dans la réalité, ce serait ce qu'il faudrait faire. Et là, je pense que c'est aussi le cas ici. Vous voyez par exemple Asgreen ici, pour la Bora Hansgrohe, qui muscle les choses. Voilà, c'est ce qu'on observe souvent ici dans la Cipressa. Ça, c'est une accélération des équipes, des principaux favoris, avec quelques équipiers assez forts qui se sacrifient à cet endroit-là. On va néanmoins, au moment où Asgreen bute un petit peu, parce que c'est très difficile de maintenir un gros effort ici, on vide la barre très très rapidement, on va tenter quand même de partir avec Sergio Higuita. Donc allons-y, allez, 15 secondes, il y a peut-être quelque chose à faire. Ce serait une toute première que d'arriver à l'emporter en ayant attaqué dans la Cipressa, et pour une très très bonne raison, c'est qu'à mon avis, en extrême, sans truquer les choses, c'est quasiment impossible. Pas impossible à cause de la difficulté de sortir dans la Cipressa, la preuve, c'est faisable. C'est faisable, il suffit d'attendre le bon moment. Non, à cause du fait que dans la descente, déjà, il y a un certain nombre d'équipiers qui reprennent de la barre, d'une part, et qu'ensuite, on a un replat entre Cipressa et Poggio qui est, à mon sens, rédhibitoire, puisqu'un homme seul se fait nécessairement reprendre. Donc, à la limite, il faudrait sortir à 3 ou 4, très très costaud, en ayant fait un gros travail avant pour éliminer des équipiers. Et là, peut-être quelque chose serait envisageable, mais il resterait tout de même le Poggio dans lequel on pourrait quand même se faire reprendre sur une accélération de certains favoris. Donc, bien difficile que d'envisager quoi que ce soit. Je l'ai tenté vraiment pour le fun. Hein. Je l'ai tenté également parce que, ne souhaitant pas mener grand train dans le Poggio, je me suis dit qu'il fallait juste que Cortina puisse avoir un peu de protection, mais pas davantage. Pas besoin d'utiliser Higuita, vous voyez, comme relais dans le Poggio. Donc, il est vraiment venu ici pour tenter ce coup. Et voilà, allez, on arrive, on passe sous le petit pont, le virage à droite, hop, virage à gauche, c'est parti. Ascension du Poggio qui est parti. Tiens, il y a deux mecs qui se sont un petit peu fait la malle, pas grave, pas de problème. On va s'occuper avec Marc Hirschi de tout de même remonter Ian Garcia Cortina pour le situer, juste, voilà, juste se situer correctement. Attention, on a Astana qui semble très très forte, notamment Alexander Kristoff, Fernando Gaviria. Il y a de jolis noms chez Astana cette année 2022 dans cette carrière. Voilà, on arrive à la cabine téléphonique. Hop, on est passé amorce de la descente et on est positionné. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. C'était me positionner pour essayer de ensuite lancer ce sprint. Donc en fait, Hirschi a beau avoir -3, il est tout de même d'une grande utilité, parce qu'il a fait quand même du très très bon boulot dans le Poggio. Il fait également la descente. Il va également nous lancer Cortina, alors qu'à côté, c'est déjà parti. Attention à pas se faire avoir. Allez, c'est parti, le sprint, ça peut se jouer dans les dernières dizaines de mètres. Ah là 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 là. On n'est pas passé loin. On a failli le prendre. C'était pas loin. Vraiment pas loin. Van Aert, je pense, nous passe quasiment sur la ligne. Et par contre, c'est vrai qu'entre IGC et Sagan, c'est très très serré. On va dire que les 3 premiers avaient une petite longueur d'avance sur les 2 autres. On va revoir le sprint un peu au ralenti juste après. Toutefois, félicitations à Van Aert. Moi, je suis très très content en fait d'avoir perdu face à cet homme-là. Parce que s'il y en a bien un par lequel j'apprécie d'être battu, c'est bien Wout van Aert. Il est tellement fort. On revoit un petit peu ce sprint. On voit qu'évidemment, c'est sur la
droite, là c'est à gauche, c'est en face, mais sur la droite de la route, en fait, Van Aert, qui avec son accélération est sorti un peu au tout dernier moment, hein, puisqu'on est dans le jeu, ça doit être à 400 mètres, hein, puis dans la réalité, ça aurait été peut-être à 100 mètres, 150 mètres, même pas. La petite, évidemment, on sait qu'on a un problème d'échelle, mais ça c'est très très difficile à régler, le problème d'échelle sur les sprints. Sur PCM, pour que ce soit les bonnes distances, c'est quasi infaisable, sauf à changer d'échelle dans les 5 derniers kilomètres ou des choses comme ça, mais ce serait pas évident. Regardez, c'était pas mal, on était pas loin, hein. On a failli le prendre, mais malheureusement Van Aert, oui, c'est assez net tout de même, franchit un poil avant. Bon, moi je la prends, il n'y a pas de problème. Deuxième place, pas déshonorante, battu par ce fameux concurrent qui est Van Aert, et la lutte ne fait que commencer, puisqu'il y a encore les Flandriennes derrière, avec justement un Wout Van Aert qu'on devrait retrouver normalement pour les rôles principaux. Et alors, petite respiration avant d'aller en Catalogne, là, ce sont les 3 jours de Bruges-la-Panne, où je vais jouer également le sprint. Il n'y a pas de suspense là. On va jouer déjà la maîtrise de l'échappée au cas où ce serait une échappée de grand nombre, où on aperçoit les 90 points là, de préparation d'Ivan Garcia Cortina. 90 points, ça veut dire qu'il ne sera pas sous pic de forme, par exemple, pour Gand-Wevelgem. Ça veut dire qu'il y sera... le pic interviendra un petit peu après Gand-Wevelgem, en fait. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Parce qu'à la limite, la fenêtre de tir, pour moi, pour IGC, là, sur cette première partie de saison en 2022, c'est Tour des Flandres, Paris-Roubaix, et à la limite, pourquoi pas Amstel. Voilà. Ça, c'est vraiment ma fenêtre. Donc, je sais que c'est dommage de ne pas être sous pic de forme à Gand-Wevelgem. Ça n'empêche pas d'y gagner. Mais surtout, au pire, c'est pas très grave, puisqu'il l'avait gagné l'an dernier. Voilà. Donc, ayant déjà gagné sur le GPE3 et sur Gand-Wevelgem, je ne me suis pas entêté, vous voyez, outre mesure. J'ai vraiment plus tout axé sur le ronde. Et allez, on est dans la fin, là. Attention, hein, parce qu'on a pris un petit retard. On va essayer de se faufiler, hop là, se faufiler par la gauche, passer entre et déborder sur la toute fin, lâcher les chevaux. C'est pas passé loin du fiasco, mais c'est passé. Donc c'est ce qui compte. Ça prouve que c'était correctement fait. De Beust, par exemple, pour l'Auto Soudal, fait top 5, hein, je crois bien, voilà. Ah, c'est Van Poppel qui fait 3. Et Hulgaard, qui vient faire 5. Voilà, c'était pas les sprinters les plus forts qui étaient présents là. On voit Christophe Laporte, tiens, qui est présent. Mais c'était pas les meilleurs, mais c'est pas grave, il fallait la prendre quand même. Voilà, c'est pas parce que c'était une course un peu moins huppée qu'on ne devait pas s'appliquer. On va donc en Catalogne, bien sûr. Catalogne, où l'objectif du sponsor, c'est la victoire. Et là, pour le coup, je fais un truc que j'ai pas fait depuis pas mal de temps. C'est que je mets, regardez les notes de montagne là de mes coureurs, je mets je mets une armada type Ineos, Sky, tout ce que vous voulez. Voilà. Je mets une armada avec, je sais pas s'il n'y a pas 6 mecs qui ont au moins 77 en montagne, voire même 5 qui ont plus de 79 en note de montagne. Donc, l'objectif, c'est pas de mollir, c'est pas de faire des sentiments, c'est d'emmener Marc Soler ou Joan Almeida, l'un des deux, d'emmener l'un des deux à la victoire au classement général. Voilà, point. Le reste me désintéresse totalement, puisque Higuita, lui, est prévu pour le Pays Basque. Je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, mais j'ai voulu vraiment répartir les choses. Vous savez, il y avait Mas qui était envoyé sur Paris-Nice avec une responsabilité. Il y a Soler qui est sur Catalogne, et il y aura donc Higuita, dont la tâche sera de gagner le Pays Basque. Voilà, et d'aider Soler à gagner ce Tour de Catalogne. La première étape, j'ai pris un variant 2012. C'est un variant 2012 ici. La première étape
de ce Tour de Catalogne 2012 est une étape ultra classique, dont nous avons tous l'habitude. C'est souvent la première étape à des détails près du Tour de Catalogne. Je me suis donc pas embarrassé outre mesure, surtout pas de mecs dans l'échappée. Tu me diras en plus, faudrait voir qui, parce que ils commencent tous à avoir une petite notoriété, à part Verona peut-être, ou bien évidemment Bissegger. Je pense pas que j'aurais pu envoyer grand monde dans l'échappée, parce que même le petit Prieto, il aurait déclenché la folie de l'IA, parce que l'IA laisse plus partir Prieto à ce stade-là. Il est quand même un petit peu fort pour cela. Vous voyez, il a un peu up, il a 79 en montagne. C'est déjà un bon coureur. En fait, c'est déjà un coureur qui peut gagner un Giro Prieto en l'état. Il fait penser un peu à Mézec en année 2 de ma partie Lotto Soudal. En fait, c'est un petit peu le même profil de grimpeur CLMer. Bref, on roule très très fort parce que j'ai regardé le profil des étapes et la seule qui paraît éventuellement accessible pour Bissegger, c'est celle-ci. Donc on va essayer de faire triompher celui dont j'ai donné le rôle de sprinter sur ce Tour de Catalogne. Celui à qui j'ai donné le rôle de sprinter sur ce Tour de Catalogne, c'est Bissegger. Il est lancé, il a des copains dans la roue, ça je m'excuse. J'aurais préféré faire lâcher Soler et Almeida, les caler dans une autre roue. Bon, voilà, c'est une petite péripétie. Mais surtout, Bissegger, par le biais du travail d'équipe, comme ça, a battu Van Der Poel. Et ça, c'est quand même déjà une référence. Voilà, on a tapé Van Der Poel. Alors, la différence, c'est que nous, on est une équipe assez forte. Bon, pas spécialement pour le sprint, mais bon, quand même, elle est globalement forte, notre équipe. Et Van Der Poel, lui, il est presque tout seul. Donc, faut pas non plus trop se la raconter. On a battu Van Der Poel tout seul. Tiens, on notera quand même la 4e place de Tadej Pogačar qui est dans la partie. Pogačar, c'est surtout un puncher. Il a certes 79 en montagne, ok. Il a une superbe note, justement de puncher. Je crois qu'il a un 79 d'accélération. C'est monstrueux. Et un 71 de sprint. 84 en vallon. Et des notes physiques qui sont tout à fait à la hauteur. Et donc, voilà, ça en fait un épouvantail un peu. Et donc, si c'était évidemment aujourd'hui qu'on devait noter Pogačar, je pense que je lui mettrais d'office une des meilleures notes de montagne du peloton. Je mettrais 81 ou 82. Avec peut-être un potentiel à 83, 84, parce qu'en fait, le mec est quand même flippant, il est vraiment très très fort, donc il serait difficile en fait de le brider trop, mais là en l'occurrence, bon, c'est un autre montage. Après, je vous rassure, avec 79 montagnes et 84 vallons, t'as moyen de faire du sale, donc surtout avec le reste des notes. Donc bon, on va pas pleurer pour Pogačar, mais en tout cas, il sera un des adversaires évidemment de Marc Soler sur ce Tour de Catalogne. Vous voyez qu'il y a eu un écrémage qui s'est fait dans la dernière difficulté ici de l'étape 2, qui va arriver probablement au sprint de ce groupe d'une 60aine de coureurs. Le sprint, on peut éventuellement essayer de s'y mêler, mais est-ce qu'il est vraiment pour nous ? Je crois que là, on a tous compris qu'il y avait quelqu'un qui allait sortir de sa boîte. Voilà, bravo. Bravo à lui, Van Der Poel égalise. Il s'était fait un peu surprendre sur l'étape 1. Il remet les choses au point sur l'étape 2. De manière générale, ce Tour de Catalogne 2012, je trouve que hormis l'étape 3, à laquelle on va assister tout de suite, là, donc voilà, très belle victoire de Van Der Poel. Hormis l'étape 3, elle a des petites allures quelque part de Tour du Pays Basque. Dans la manière, tiens, il prend le maillot, Van Der Poel. On espère qu'il va pas le garder trop longtemps, sinon ce sera impossible. Parce qu'il va être assez vallonné, en fait. Assez vallonné. Donc, cette étape l'était un petit peu. L'étape suivante ne le sera pas, parce qu'il y a une arrivée au sommet, donc c'est assez net. Arrivé à Port-Aîné,
au sommet, au terme d'une étape de 210 bornes, donc étape reine, hein, que cette étape 3. Il n'y a pas beaucoup d'hésitation. Mais le truc, c'est que tout le reste sera vallonné. La 4, la 5, la 6, la 7. Et donc, un très bon puncher, il peut peut-être faire mal à même un très bon grimpeur qui est bon puncher. Donc, il est intéressant ce Tour de Catalogne. Il est marrant. Je pense pas l'avoir souvent joué le 2012. Donc, nous, on est au début d'une étape cruciale avec notre armada. On a les moyens de faire des trains, on peut faire ce qu'on veut en fait. Tellement les coureurs sont forts. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? On va déjà s'appliquer. Au début de l'étape, en fait, je me suis amusé à rouler pour voir si je pouvais éliminer du monde. Éliminer des équipiers, pour isoler les leaders, etc., etc. Donc, je me suis amusé à faire ça. Dans une deuxième partie, vous voyez ici Bissegger qui roule. Je me suis dit, non, écoute, commence déjà par utiliser les forces. Voilà, Bissegger a déjà travaillé, c'est terminé. Commence par utiliser les forces de tes moins bons équipiers montagne. C'est pour ça qu'actuellement, c'est Verona qui mène, à ce stade-là, Verona qui mène le peloton. Ça peut durer assez longtemps, hein, parce que le bonhomme est costaud. Hein. Il a des notes qui permettent vraiment de tirer pendant un bon moment. Hein. Voilà. Et derrière, on fait le train. Voilà. Ça m'arrive pas si souvent que ça, mais on est en mode petit train Movistar. Et après, ce sera le tour, voilà, de Prieto qui a vite laissé masse là sur la séquence. Attention non plus à pas épuiser tout le monde, mais j'avais envie de voir de quelle façon est-ce qu'on pouvait réduire si on faisait toute cette ascension qui n'est pas de fort pourcentage. Hein. Elle est même d'un pourcentage moyen relativement modeste. Mais voir un petit peu ce que ça donnait, sachant qu'en fait après, dans la descente, on a toujours moyen de récupérer. Taramae, Richport sont échappés. Ce sera repris ici, voilà, je crois que c'est Taramae qui se fait reprendre sur l'image. Et on continue en fait, on continue notre petit train, sauf qu'ici dans le port del Canto, les pourcentages sont supérieurs à ce qu'on avait vu auparavant, et donc il y a peut-être moyen de faire encore plus de différence. Mais d'un autre côté, je crève mes mecs, donc à voir. Mais Marc Soler étant doté d'un joli plus 3, à la limite, sacrifier Verona Bissegger, c'est déjà fait, mais sacrifier Higuita, Mas et Prieto en apparence un peu trop tôt, ça peut ne même pas être grave en fait. Vous voyez, on arrive à faire lâcher des mecs en fait en accélérant. Ici avec Jean Almeida. Et c'est mon but. C'est mon but. Il faut essayer de faire mal à tout le monde. On voit que ça se réduit. Il n'y a plus que 10 hommes en tête sur cette étape 3, une Tour de Catalogne. 72, Almeida. On essaie quand même de pas non plus perdre Almeida, faut pas déconner. Faut quand même conserver Almeida, mais à part ça, on a réussi à faire sauter, voilà. Ici, Martin et Valentin Madouas. Et par contre, faut dire, on s'est fait sauter le caisson aussi. Hein. Donc, pas évident. Alors, je vais du coup un peu me calmer. Fidèle à ses habitudes, l'IA, quand elle est comme ça en tête avec un groupe essentiellement composé de leaders, s'arrête de rouler. Elle s'arrête de rouler, ce qui veut dire qu'à la limite, le groupe Mas, Prieto, Higuita aurait les moyens de rentrer. Hein. Il y aurait limite les moyens de rentrer là. Mais c'est le moment que va choisir, finalement, c'est Guillaume Martin, je crois, qui a planté cette attaque-là, à la base. Et c'est Pinot, Pogacar et Bardet qui l'ont suivi. Et du coup, on se retrouve à devoir peut-être subir une petite cassure. Ça m'énerve les attaques sur le plat, là, comme à l'instant on a vu avec les trois qui essaient de fuir. Du coup, je dois faire une croix sur le retour de Prieto, Higuita et Mas. Et je vais devoir essayer de me débrouiller avec Almeida pour seconder de la meilleure manière possible Marc Soler. Ça redistribue un peu les cartes. Voilà, pour les trois derrière, on rentrera jamais. Hein. C'est fini. Parce qu'il y a quand même un truc à boucher vis-à-vis de Pogacar qui est bien redoutable. Alors, on va travailler, mais tranquillement. Parce que l'ascension elle est très longue.
Et il n'y a pas lieu de tout donner maintenant, ça servira à rien. Il faut essayer plutôt de travailler raisonnablement sur un rythme relativement constant, croissant au niveau de l'effort, mais faiblement. Voilà, on passe à 74 maintenant. On va essayer d'exploiter donc la présence d'Almeida le plus longtemps possible. Soler n'est pas bien loin de rentrer sur le groupe Pinot, Bardet, Pogačar, parce que Martin a sauté quand même depuis quelques temps. Et c'est là que Pinot attaque, avec Pogačar dans la roue. Ouh là 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 là, je me dis que là il faut y aller. Donc attaque de Soler, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, je dirais, la dangerosité de Pogačar et Pinot, qui quand même à ce stade-là commence à être un petit peu en cinématique de potentielle défaillance. On le verra bien. En tout cas, on ne sait pas s'ils sont en défaillance ou s'ils sont à effort relais 59. Vous voyez ? Parce que la cinématique, elle est la même. Toutefois, on va avoir déjà une première réponse ici, en accélérant, avec Pinot qui lâche, puis Tadej Pogačar qui lâche, Marc Soler s'envole. Alors évidemment, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est optimiser l'écart. Voir un petit peu comment est-ce qu'on peut tirer bénéfice au maximum de cette supériorité d'un jour sur Pinot Pogačar. Voilà, 2e place pour Pinot, 3e pour Pogačar. Bardet va faire 4. Et Almeida, Madouas et Uran vont faire 5, 6, 7 dans le désordre, avec Higuita qui sprint, ça c'est juste pour le plaisir de rester placé. Bref, il y a eu ici une vraie domination sur cette étape-là, mais c'est juste logique en fait. Hein. C'est juste logique. J'avais de meilleurs équipiers, Soler et Soupik. Il y avait dès lors aucune raison de pas performer comme ça. Voilà, donc on a juste fait le boulot. Hein. Prise du maillot de leader, avec évidemment maintenant la volonté de ne plus rien lâcher jusqu'au bout. Je crois qu'on va être à une 50aine de secondes, tout compris. Hein, ça va faire une addition, je dirais, qui est autour des 50 secondes au général sur... Attendez, c'est combien ? Voilà, 51 sur Pogačar, 52 sur Pinot. Normalement, ça, vu le profil de ce qui reste, ça doit se garder jusqu'à Barcelone. Et donc c'est ce qu'on va regarder, parce qu'on n'est jamais à l'abri de défaillance, on le sait. Sur PCM, il peut se passer quand même pas mal de choses parfois, on est très très surpris. Donc, vous voyez, il y a quand même de gros écarts, puisque le 4e est déjà à 2,17. On est au bout de 3 étapes. Donc c'est vraiment quand même très très violent là, le tri qui a été fait, et le général qui a été comme ça nettoyé de tout un tas de coureurs. On attaque l'étape 4. Ouais, donc là c'est toujours pareil, grosse difficulté réelle avant une descente. D'ailleurs on l'a reproduit 2 fois, et la deuxième fois ça arrive ça arrive, c'est la ligne d'arrivée. Donc que faire là-dessus ? C'est vraiment pour un puncher, quoi. Là tu as un très bon puncher, il part, on le revoit plus du tout, et il va chercher l'étape et il gagne du temps au général. Hein. Alors moi j'ai pas vraiment ce puncher là. Autant j'ai de très bons grimpeurs, autant le meilleur puncher que j'ai dans l'équipe là, ce serait a priori plutôt Higuita, si on confronte les notes vallon, accélération, endurance, voire résistance par exemple. Si je regardais ces notes là en tout premier lieu. La descente, j'ai pas de spécialiste de descente dans cette équipe. Oh là là, attention, vous avez vu, attaque très très violente de Valentin Madouas et de Tadej Pogačar. Je peux vous dire que c'est pas la dernière. Pogačar n'a pas décidé de laisser les choses se faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Autant là, bon, il s'est ravisé, il a bien compris à 10 bornes de l'arrivée que ça servait à rien de se crever. Autant Madouas a essayé d'en remettre une couche, on le reprendra, vous le voyez. Et après, on va se retrouver à devoir gérer une toute fin d'étape, sachant, encore une fois, que j'ai pas l'impression d'avoir un puncher
capable de dominer. Donc je vais juste essayer de placer quelqu'un et ensuite de sprinter. Et surtout là, voilà, j'ai essayé de jouer sur l'effet de surprise pour Almeida. Je croyais que c'était la ligne en fait, j'étais dégoûté. J'ai cru que c'était la ligne, la première en fait. Et limite, je commençais à lever les bras et tout. Non, pas du tout. Van Der Poel est passé à fond. Et pour Almeida, il faudra repasser. Parce que c'est pas cette fois-là qu'on aura une victoire d'étape. Dommage. J'aurais bien aimé la lui offrir. Il est pour moi très très important. Alors lui, Yves Partisse comme Mas sont là, mais il y a quand même un objectif de préparation du Giro derrière. On constaterait que également le pic d'Almeida, il est décalé par rapport à celui de Mas sur le Giro. Bon, je pense pas que j'irai jusqu'au Giro cette année-là, mais autant Almeida est encore sous pic de forme pour 2 jours encore, 1 ou 2 jours je crois. Après il va travailler pour fabriquer son deuxième pic pour le Giro, alors que Mas est déjà dans l'élaboration de son premier pic. C'est-à-dire qu'en fait on aura un pic tardif pour Mas, un pic tardif pour Almeida sur le Giro qui suivrait, et Mas par contre serait sous pic assez rapidement. Donc sur un Giro par exemple qui se jouerait sur la 3e semaine, peut-être que Almeida peut s'avérer être la meilleure carte. Donc à voir. En tout cas, j'aime bien décaler quand j'ai 2 types forts dans une équipe. J'aime bien en mettre un plus sur le début, un autre plus sur la fin. Puisque 21 jours, on peut jamais se le garantir. D'ailleurs, c'est pas 21, c'est avec les 2 jours de repos, c'est en tout cas bien souvent 23 jours. Parfois 24 s'il y a un transfert. Donc vous n'êtes pas sûr en fait d'être sous pic de forme tout du long. Il faut regarder le profil pour voir ce qu'on sacrifie. Voilà, donc en tout cas c'est une victoire de Van Der Poel. Et puis là on est sur une étape 5, encore une fois, qui ressemble, avec un profil qui est là encore bien favorable au puncher, il n'y a pas de doute. Tu passes bien la bosse, t'es le plus rapide au sprint, dans un groupe de 20, plus ou moins t'as gagné. Donc c'est quand même ça. Attention à Pogačar qui essaye de grignoter tout ce qu'il peut. À la limite que Van Der Poel prenne des étapes. Bon, écoutez, on n'est pas venu pour les étapes, on est venu pour le classement général. Mais ouais, c'est joli, c'est joli, c'est bien accidenté. Il y a des bons pourcentages par moment. Il y a des relances possibles. Il y a moyen de faire mal vraiment à pas mal de monde. C'est un très joli variant, je trouve, que ce 2012 de la Catalogne. Je tente ici une attaque avec Higuita, parce que j'estime qu'il a quand même du retard au général. On pourrait quand même lui faire une fleur, le laisser partir. Ce serait sympa de lui faire gagner une étape à lui avant le Tour du Pays Basque pour qu'il soit à bloc sur le Pays Basque, vous savez, avec le petit moral en bleu là. Donc c'est un peu mon objectif, je vous l'avoue, parce que comme le maillot est sur les épaules de Soler ici, je pense déjà un peu à la suite. Ouh là là, qu'il a été repris de manière violente. Et regardez ici, c'est intéressant, la note d'accélération de Pogačar a réussi à sortir Soler de sa roue, alors que Soler était dans la roue du Slovène. Tu parles, il a sauté sur l'accélération. Ça, c'est note d'accélération pas top chez Soler, 79 chez Pogačar, et là, du coup, tu ramasses. À la limite, je pense que le seul qui est capable dans mon équipe de suivre Pogačar dans un bon jour sur une accélération, c'est Higuita. Higuita est peut-être capable. D'ailleurs, vous voyez ici, il n'a pas tant perdu que ça sur l'arrivée de l'étape 5. Higuita ne perd pas tant que cela sur Pogačar. En revanche, les autres auraient tous sauté face à cette accélération-là. D'ailleurs, Pogačar va tellement vite que aucun retour pour Van Der Poel n'a été possible sur ce coup-là. Tiens, jolie 3e place pour Geraint Thomas. Et par contre, on s'attend bien à ce qu'il n'y ait pas vraiment de changement, à part la bonification, bien sûr. Pas vraiment de changement au général. Pogačar revient à 41 secondes de Soler. Thibaut Pinot n'a pas vraiment bougé. On notera les bons comportements de Fellini, Guerrero, Champoussin, Van Wilder, par exemple. Et donc voilà, le général. Valentin Madouas, c'est pas mal. En fait, il y a 3 Français en position 3, 4, 5.
c'est vachement bien. Après, bon, les écarts sont quand même conséquents. Hein. Voilà, ça y est. Almeida, le pic est en train de se finir. Parfait. Je crois qu'on est aux alentours là du 27 mars ou un truc du style. Donc ça va, ça laissera le temps de reconstituer quelque chose, surtout qu'il va avoir pas mal de jours de course pour pouvoir blinder son pic de Giro. Et on est donc sur l'étape 6. Alors vous voyez, celle-ci aussi, elle paraît... allez, il y a un petit peu de boss, mais elle est quand même essentiellement dévolue à un sprinter, a priori. Mais un sprinter qui passe bien, un sprinter qui est bien en forme. Est-ce que ça pourrait être Bissegger pour essayer de doubler le nombre de victoires d'étape sur ce Tour de Catalogne? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, j'exclus pas la possibilité puisque je le protège. Et je lui mets même Higuita dans la roue. Pourquoi? Parce que Higuita est celui qui a la deuxième meilleure note d'accélération de mes 7 coureurs. Donc je me dis que certes, ça n'est pas un pur sprinter. Par contre, il est peut-être capable de bien lancer Bissegger. Voilà, en tout cas, voilà, le projet est là. Il y a une petite cassure à un moment donné dans cette étape. Je me dis à ce moment-là qu'il serait peut-être opportun de rouler pour, on ne sait pas, peut-être tirer bénéfice de cette cassure. Non. Ça va revenir. Les tout meilleurs sont dans le groupe, on va appeler groupe solaire. Hein. Au moment d'aborder, écoutez, la dernière petite difficulté du jour, sur laquelle on a intérêt peut-être à essayer de contrôler la course pour éviter les velléités de Pogačar, en tout cas pour lui compliquer la vie pour ce qui est de partir de manière trop violente. Ça l'empêchera peut-être pas d'essayer de démarrer, hein. Mais au moins en maintenant un très gros rythme, on a quand même calmé les volontés d'attaque des uns ou des autres. On fait même la descente, il n'y a pas de raison. Il y a des échappés. Vont-ils aller au bout et gagner cette étape ou vont-ils se faire reprendre? Allez, à l'instant, là, le départ de Tadej Pogačar était quand même magnifique. Là encore, impossible de résister à son départ. Pogačar qui se retrouve maintenant avec les 4, il y a 4 rescapés de l'échappée là. Est-ce que ça va suffire? Il y a encore une vingtaine de secondes entre le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 2, le groupe 3. Pogačar qui en remet une sauce, une couche, il est incroyable. Il est juste incroyable sur ce coup-là. Allez, on va sprinter, mais regardez, force restera tout de même à un rescapé de l'échappée, c'est Clément Champoussin. Champoussin qui est maillot, alors on aperçoit un petit maillot blanc à pois rouge. Voilà, hein, il est leader du classement de la montagne. Clément Champoussin, coureur très intéressant, hein, IRL, qu'on a vraiment envie de regarder de près, qui peut éventuellement faire vibrer la fibre française au cours des années à venir. Il est ici chez Total Direct Energy et Marc Soler évidemment reste leader sans sourciller. On va maintenant, après avoir constaté que Maïka a quand même réussi à faire 3, c'est aussi un rescapé de l'échappée matinale. Peu d'évolution, hein, au général sur cette étape-là, bon, qui n'était pas non plus passionnante, je vous le concède. Elle n'était pas passionnante, mais il fallait bien en passer par là. Parfois, oui, voilà, c'est la dernière étape, c'est pas le traditionnel circuit final, hein, dans Barcelone avec Montjuic qu'on peut connaître. Là, c'est une étape très courte, hein, un petit peu plus de 100 km, qui termine bel et bien à Barcelone, mais qui ne comporte pas le même circuit final. Il arrive parfois que sur le Tour de Catalogne, je sois amené à m'ennuyer un petit peu. Je vous l'avoue. Je m'ennuie parfois surtout du fait de devoir jouer les courses. Bon, à la limite, ça passe. Faire le montage, les commenter ensuite, etc. Cette fois, ça va, parce que il y avait un objectif sponsor qui était important. On est avec Movistar, une équipe espagnole, donc il y a du sens pour moi de le faire. Et en plus, j'ai essayé de rompre la monotonie avec ce parcours 2012. Mais bien souvent, je peux avoir envie de le passer un peu vite, parce que je trouve que les classiques, que
que ce soit le GPE 3. Oh, même Gant-Wevel Game à sa manière, hein, quand même passionnante. Après, évidemment, Tour des Flandres, hein, c'est une de mes courses préférées dans l'année. Les classiques ont pour moi beaucoup... Enfin, ça m'excite beaucoup plus que les courses de 7 jours qui sont, entre guillemets, un petit peu plus faciles à gagner qu'une classique sur laquelle on a une incertitude quand même qui est maximale et où il faut essayer d'avoir un bel alignement des planètes pour s'imposer, quoi. Surtout si on joue pas avec le tout meilleur ou l'un des tout meilleurs. Et en ce sens-là, voilà, je tendance à préférer un petit peu les classiques. Mais faut quand même admettre que bien souvent, allez, quand tu commences à le jouer, après tu te prends au jeu, le Tour de Catalogne il est quand même passionnant. Pays Basque c'est pareil en fait, il est génial à jouer. Allez Higuita, et pour toi mon grand, tu y crois, Sergio? Voilà, on lève les bras, chut, on l'a prise dans le final de cette étape 7. Higuita a enfin pris ce dont je vous parlais depuis quelques minutes, à savoir son étape pour aborder le Tour du Pays Basque une semaine plus tard dans les meilleures dispositions. Bah, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Soler, évidemment, aura assez facilement, je dirais, contenu les assauts de Pogačar, même si ce dernier a quasiment essayé tous les jours de regagner du temps. Donc merci Lia d'avoir mis un peu d'agressivité dans la manière de jouer de Tadej Pogačar. Tiens, Champoussin termine premier du classement de la montagne. Van der Poel du classement par points, très mérité. Rien à redire. Rien à redire, il était vraiment hyper méritant. Pogačar, maillot du meilleur jeune, bah oui, sans hésitation. Sans hésiter une seule seconde. Le général par équipe, on sait, nous intéresse très très peu. Bah voilà, tout ce que je retiendrai, c'est petite victoire pour Bissegger, pour Higuita, pour Soler évidemment au sommet de l'étape 3. Le général pour Soler, la belle résistance de quelques Français, quelques noms qu'on connaît bien pour se mêler aux luttes pour les maillots distinctifs, et on peut passer tranquillement à la suite. La suite, c'est quoi? C'est évidemment la classique de l'E3, c'est le GPE 3. C'est là, elle a encore changé de nom, je sais plus le nom de cette année, mais là c'est GPE 3 Big Bang Classique. J'emmène Hirschi. Hirschi ne sera pas sur le Tour des Flandres. Par contre, Hirschi est présent ici sur le GP de l'E3. Et je n'exclus pas, franchement, de jouer éventuellement pour lui suivant la forme du jour. Voilà. S'il est doté d'une bonne forme, on peut jouer pour Hirschi. Après, si c'est Cortina ou si c'est à forme de jour égale, je pense que je jouerai pour le polyvalent sprinter espagnol. Gianni Moscon, Van Aert, Bob Jungels, Sagan, Nassen, Asgreen, Lampard, Christophe. On a là tout le gratin des forces sur pavé du moment. Puisque Van der Poel était en Catalogne, donc il ne pouvait pas être au GPE 3 en même temps. Et Van der Poel, je spoil un peu, ne sera pas non plus sur le Ronde, puisque apparemment Nipo Delco a choisi de l'inscrire plutôt sur le Pays Basque. Voilà. Donc, information, ça veut dire que les favoris qu'on a là aujourd'hui sur le GPE 3, 9 jours plus tard, devraient être à peu près les mêmes sur le Tour des Flandres. Tour des Flandres qui est vraiment mon objectif prioritaire de première partie de saison en cette 3e année. À voir ce que ça peut donner. On n'a pas des formes du jour resplendissantes. Quand je fais le total, je suis à -8 pour 7 coureurs. -8 pour 7 coureurs, mais on avait du -1 prévisionnel. Donc ça veut dire qu'en fait, on est grosso modo dans la moyenne de ce qu'on pouvait attendre. -8 au lieu de -7 global. Donc parfait. Pas du tout le droit de protester. Voilà, bon, c'est du jeu de placement, hein, c'est toujours pareil. Essayer de se placer, aborder la majorité des monts pavés importants
de la meilleure des façons. Puis on sait que la petite subtilité, ce sera après un petit enchaînement, Kreuzberg qui arrive. Après un petit enchaînement, ce sera un enchaînement qu'on aperçoit ici. Ce sera Paterberg, Vieux Quarmont. Avant de quitter les secteurs pavés jusqu'à la fin et d'avoir juste à un moment donné une difficulté qu'on évoquera. Donc ici, c'est le Kreuzberg. Donc intéressant. Positionnons-nous à l'avant. On voit qu'il y a quand même une vraie différence qui s'est faite entre certains et le groupe des favoris. Il y a plein de gens pour lesquels c'est terminé. On a même entreaperçu Van Mark qui était pas du tout dans le coup. Gianni Moscon, je pense qu'il a eu un incident en vérité. C'est comme Asgreen. Oui, il y a eu une chute ou une crevaison, je sais plus, mais ils se sont fait avoir en fait. Ça fait 2 coureurs très importants en moins sur ce coup-là. C'est un petit peu difficile. Allez, le Paterberg. Attention là. Danger de positionnement. Je n'aime pas la façon dont on sort. Elle est mauvaise. Il fallait anticiper. Il fallait être un petit peu plus à l'avant. Quitte à manger un peu de barre. Je pense que c'était pas un bon positionnement sur le Paterberg. Et c'est pas grave. Il y a encore de l'espoir. Allez, on y va. Essayer d'être bon dans le Vieux Quarmont. Alors là, on voit qu'il y en a qui mènent grand train. Stuyven, Youngers, Gaviria qui est aux avant-postes. Waouh, c'est sûrement pour Sagan, pour Christophe. Et regardez, voilà quelqu'un, c'est Van Aert. Van Aert a pris une cassure. À ce moment-là, on peut dire que franchement, c'est perdu, non ? Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, cassure à cet endroit-là, c'est perdu. Parce que même si tu rentres, et voilà, et cassure aussi pour Cortina, ça fait mal. Ça fait très très mal. Allez, il se consomme un peu pour rentrer. Heureusement, on a Dillier et Hirschi qui peuvent faire le boulot et peut-être essayer de ramener IGC. Mais pour Van Aert, pour moi, c'est terminé parce que quand bien même il boucherait ce qu'il lui reste à boucher, tiens, attaque, attention, il faut réagir. Quand bien même Van Aert boucherait cet écart, il serait forcément amoindri. Donc, cassure rédhibitoire. Il n'y a même pas à tortiller. Oui, c'est le Knockteberg. Ici, cette difficulté qu'on apercevait, mais ça n'est pas un mont pavé. Voilà. Il y a souvent d'ailleurs un petit ralentissement à cet endroit-là, et on peut arriver à reprendre les types qui avaient un peu d'avance. Attention, il peut y avoir des fois une relance sur la toute fin du Knockteberg ou sur sa redescente. Donc, je me positionne comme si quelqu'un faisait une relance. Ce ne sera pas le cas. Donc, tout va bien. Sagan, Christophe, Nassen, Bettiol, Gilbert, Quinn Simmons. Quinn Simmons, il a 82 en montagne. Sylvain Dillier, Hirschi, évidemment, pour aider Ivan Garcia Cortina. On va essayer de se placer bien correctement. On fait le boulot avec Dillier. Hirschi va lâcher dans très très peu de temps. Et on va essayer de partir dans le bon coup, en fait. Il faut flairer le bon coup dans ces cas-là. Attention, dès que ça part, il faut prendre la décision en une fraction de seconde, savoir si on accompagne ou pas. Attention, Youngles, ça bosse clairement pour Peter Sagan. Il n'y a pas de doute. Je rappelle que les deux sont chez Deceuninck Quick-Step. Pour Youngles, on est moins surpris, puisque c'était son ancienne équipe. Pour Sagan, on peut être surpris. Moscon, Van Aert et Asgreen sont réellement les 3 grands piégés du jour. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Regardez, il y a un petit quelque chose qui va se nouer entre ces 5 coureurs. Dillier, malheureusement, va lâcher, ce qui veut dire qu'ils vont se retrouver assez rapidement à 4. Christophe, Nassen, Sagan, Ivan Garcia Cortina. Est-ce que ce serait pas le coup gagnant, sachant que derrière, qui reste pour rouler ? Des mecs crevés, les mecs qui n'ont plus les jambes, ou bien des mecs qui n'ont pas intérêt à rouler. Vous avez compris, ça va aller se jouer entre ces hommes-là. Derrière, ils ne s'entendront jamais pour reprendre Peter Sagan, Oliver Nassen, Alexander Christophe
et le Montpetit IGC national. Allez, on lance! Allez, on lance! Ah, damned. On a eu plus fort que nous dans le costaud qui gagne à la fin sur une course un peu difficile. Je demande le maître Alexander Kristoff, capable de s'imposer sur les courses parfois les plus difficiles, les plus épuisantes. Regardez Gand-Wevelgem 2019. Un des Gand-Wevelgem les plus difficiles de ces, 10 dernières années peut-être. Et remporté par qui? Par Alexander Kristoff. Donc encore une fois, bravo le jeu. Sur une course pas évidente. On arrive à 3 profils presque semblables à ce stade de la partie, qui étaient Sagan, IGC et Kristoff. Et c'est le plus costaud qui l'emporte. Bon, ça aurait pu être Sagan, honnêtement. Mais Alexander Kristoff, voilà. Après, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la présence de Gaviria pendant pas mal de temps sur ce GP de l'E3. Je l'ai trouvé aux avant-postes quand même assez longtemps. Bon. Ok, 2 buts heureux. Tiens, accroche une 5e place qui est quand même fort jolie. Quinn Simmons, 7e. Gilbert, 8. Très bien. Et en fait, il m'a pas manqué grand-chose. Moi, je suis un petit peu vexé parce que je sais qu'il me restait encore un peu de barre rouge au moment de franchir la ligne. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai trop joué la carte de suivre Sagan. Voilà, je me suis fait avoir pour ça. Ça, c'est la petite scène qui va nous permettre de teaser vers la suite. C'est évidemment la rivalité Cortina-Van Aert. Donc sur ce GPE3, ça a tourné très très court parce que si Moscon et Asgreen avaient eu un pépin, en revanche Van Aert, j'ai pas réussi à m'expliquer autre chose qu'un blocage. Donc on retrouvera Wout Van Aert très vite pour la bataille finale sur le Tour des Flandres. À très vite, bye bye.